Mesdames, Messieurs, bonsoir. Adamou Damdjoya est un personnage camerounais aux 1000 résonances. C'est le président national de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, depuis 1991. Il est le maire de Fumban, dans la région de l'Ouest Cameroun, universitaire et premier directeur de l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, le père de la colle aux examens officiels au Cameroun. Eh bien, il a été membre du gouvernement sous Amadou Ahidjo, et précisément, il a été ministre camerounais en charge du ministère de l'Éducation nationale. Il a également quelques éléments à nous apporter s'agissant de la tradition au Cameroun, et notamment dans le sultanat de Fumban. Adamou Damdjoya, qui parle très peu, descendons dans l'arène ce soir. Il est l'invité de l'arène. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à cette émission. Avant d'accueillir notre principal invité, je m'en vais vous présenter les confrères qui vont nous aider à questionner et donc à faire dire la vérité au docteur Adamou Damdjoya ce soir. Je commence par Dieudonné Ongba. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir. Service politique de CRTV Radio. Oui, poste national de CRTV. Bienvenue dans l'arène, c'est la deuxième fois. Alors, vous vous occupez à quoi au quotidien maintenant? Comme cela a été dit. À l'enseignement, au journalisme également. Bien sûr. Bon, d'abord, je commence par le journalisme. C'est mon premier amour. Donc, on fait au quotidien un service politique, Assemblée nationale, parfois Sénat, tous les événements politiques ou presque. On essaie de, selon que la hiérarchie nous fait confiance, on essaie d'y aller pour pouvoir... Alors, quand vous expliquez le débat qui a pour, notamment dans les deux chambres en ce moment à pression, c'est qu'on est en pleine session parlementaire à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat, sur le renouvellement du bureau ici et là-bas. Je dois vous dire honnêtement qu'il n'y a pas de feu dans la maison. Peut-être que l'avenir nous donnera raison ou pas du tout. Moi, personnellement, je ne vois pas, tel que je vois les choses, je ne vois pas la nécessité de chambouler les choses en ce moment et on attend voir. Surtout qu'on est en train de lutter contre Boko Haram. Il y a tout ça dans le contexte ne s'y prête pas. Merci. Soule Onoyolo, qu'on ne présente plus sur les antennes de Canal international, puisqu'il est assez souvent invité sur nos plateaux, quel qu'il soit. Il est donc journaliste au quotidien privé camerounais Le Messager. Soule Onoyolo, bonsoir. Bonsoir, Justin-Pierre. J'ai failli dire Sa Majesté aussi parce que on ne le rappellera jamais assez. Vous êtes également une autorité traditionnelle. Vous avez raison. On n'a pas d'attributs ce soir. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu mettre les attributs parce que... Qu'est-ce qui explique que vous n'ayez pas vos attributs ce soir sous les Onoyolo? Parce que la reine, aujourd'hui, se veut être un peu plus cool parce que vous avez un homme de l'éthique, vous avez un champion, n'est-ce pas, de l'aristocratie. Et comme on devait parler, par exemple, selon les sujets de la masse critique ou alors de cette volonté, cette nécessité de créer une justice, une société de justice et d'équité, j'ai pensé qu'on va évoluer, on va aller un peu plus loin et qu'on devrait tout simplement, je devrais être beaucoup plus à l'aise en costume pour parler de cela. Très bien, merci d'être venu dans l'arène. Avec vous, je m'en vais accueillir notre principal invité ce soir. Docteur Adamou Damdjoya, bonsoir. Bonsoir. Devrais-je dire docteur ou ça vous gênerait pas qu'on vous appelle Adamou Damdjoya? Adamou Damdjoya, ça va très bien. Alors, vous êtes à Yaoundé depuis quelques jours. On a finalement la chance de vous avoir sur la place yaoundéenne parce que vous restez, vous passez le plus clair de votre temps à Fumban. Le siège du parti, c'est là-bas? C'est à Yaoundé. Comment vous faites le siège du parti, pour faire fonctionner le parti? Bon, il y a le secrétariat du parti à Yaoundé. Alors, vous êtes à Yaoundé depuis quelques jours, mais je ne sais pas si ça va être une information pour vous. Il y a eu une collecte de fonds aujourd'hui à Fumban à hauteur de 23 millions de francs CFA d'un certain nombre de personnages de Fumban pour apporter leur soutien à la lutte que le Cameroun mène contre Boko Haram. Vous êtes au courant? Bon, s'il y a une collecte, je crois que c'est dans la dynamique de tout ce que font les Camerounais. Et nous, par exemple, nous étions à Maroua, nous étions sur le front, si je puis dire, pour voir ce qui se passe sur le terrain. Nous étions aussi dans les camps des réfugiés pour voir comment ils vivent sous les tentes et pour voir les conditions difficiles de ceux qui, ayant échappé à la mort, se retrouvent démunis. Et je pense aussi à Fumban, nous avons organisé une grande prière œcuménique où chrétiens et musulmans se sont retrouvés pour prier. C'était une autre façon d'apporter notre contribution
dans la dynamique de solidarité qui doit caractériser tous les Camerounais. Il y a eu une marche ce matin à Foumban. Vous êtes le maire de Foumban. Oui. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. On m'a dit qu'il y a une marche. Il y a des gens qui organisent une marche. Et vous savez aussi qu'à Foumban, il y a une formation politique. Il y a les militants de cette formation politique qui peuvent organiser des manifestations. Vous n'osez pas prononcer le nom de cette formation politique? C'est le RDPC. Qui est votre principal challenger. Ouais. Le principal challenger de l'UDC, notamment à Foumban. Allez, le décor est ainsi planté. Mesdames et messieurs, merci une fois encore de nous renouveler votre confiance. Le débat s'ouvre dans un très court instant. Tous contre un, Dieu de Namba, Soulé Onoyolo, le docteur Adamou Damjoya. Adamou Damjoya est avec nous. Alors, votre parti politique, on va commencer par là, qui a été créé en 1991, s'agissant de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Et dites-nous, quelques années plus tard, où sont passés les Founding Fathers, c'est-à-dire ceux qui, avec vous, ont contribué à créer cette formation politique? Il y en a beaucoup qui sont là. Parce qu'ils y étaient entièrement, parce qu'ils y croyaient. Peut-être ceux qui n'y croyaient pas ne sont plus là, comme ça arrive dans beaucoup de formations politiques. Et nous sommes, je crois, dans un pays qui cherche la liberté, qui cherche la démocratie. Et à un moment où peut-être quelqu'un ou quelqu'une se trouve dans des conditions où ça ne répond pas, peut choisir son terrain ou aller manifester ses aspirations sur le plan politique. M. Alissou et Théophile Yongo-Moyo ont-ils quitté l'UDC? Je crois, s'ils ont quitté, c'est parce qu'ils n'étaient pas à l'UDC. Et d'ailleurs, ils ne quittent pas l'UDC. Ceux qui partent après, ils partent avec quelque chose parce que l'UDC, sa formation, ses conceptions, son approche, c'est tellement fort qu'on ne parle pas complètement de l'UDC. Monsieur le Président, tout à l'heure, on vous appelait Dr Damjoya, vous avez voulu qu'on dise simplement Damjoya. Comment est-ce qu'on doit vous appeler? Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur ou simplement le prince? Je crois, peut-être pas le prince, c'est trop dire. Et on peut appeler, ce qui est facile, c'est que ça dépend des personnes aussi. Ça dépend du contexte. Ça dépend de ceux à qui j'ai affaire. Et ce soir, vous voulez qu'on vous appelle comment? À tout ce que vous voulez, puisque nous sommes dans l'arène. 24 ans que vous êtes, l'UDC... 25 ans dans bientôt. Ok, 25 ans dans bientôt. Est-ce que l'UDC a encore les mêmes ambitions du départ, parmi lesquelles il s'agissait de chasser Paul Biya de tout dire? Non, on n'a jamais dit qu'on chassait une personne. Non. Jamais dans notre parti. On n'a pas dit qu'on chassait une personne. On est venu avec un programme. Parce qu'on a des idées, on a des principes, on a des méthodes, on a des approches pour la gestion d'une société. Et si on remonte dans l'histoire, le président national du l'UDC est le père de la nouvelle éthique. Nouvelle éthique des relations internationales, nouvelle éthique de l'éducation nationale. J'étais avant l'éducation nationale aux affaires étrangères. Et après l'éducation nationale, j'étais à l'inspection générale d'État. Et partout, nous avons développé l'idée d'éthique. À l'époque, il y avait un parti unique très fort. Et l'idée d'éthique n'est pas née du parti. C'est né de nous-mêmes. Et c'est cette idée que nous développons dans le cadre de l'Union démocratique du Cameroun. Mais qu'il soit vous, dans l'UDC, John Fong du SDF ou bien Bello Bouba, vous êtes, n'est-ce pas, les enfants d'un même parti. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une révolution? C'est trop des enfants d'un même parti? Non, pas du tout. Damjoya n'a jamais été militant dans un parti. De l'UNC quand même? Non, pas du tout. Ouais. Je n'ai pas été militant dans l'UNC. Moi, ce qui me préoccupe, c'est d'abord votre longévité au pouvoir, on peut dire comme ça. Ça fait quand même depuis la création 1991 jusqu'à présent, vous ne pensez pas à la succession au sein de votre parti politique? Vous savez, nous disons dans le préambule du manifeste du DC que le meilleur gouvernement, c'est celui qui organise la transmission pacifique, démocratique du pouvoir. Et c'est ce que nous développons au sein de notre parti. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. À quel niveau se dire? On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a de ceux qui sont préparés. Parce que, vous savez, on ne table pas sur un individu. Nous tablons sur des objectifs autour desquels les individus se retrouvent. Nous tablons sur des méthodes d'approche et qui doivent être partagées par les acteurs. Parce que nous voulons que l'être humain qui est au centre de tout, l'être humain qui doit faire l'objet de toutes les entreprises humaines, soit celui-là auquel on se consacre. Et quand on le fait, du RDPC, du SIF, l'UNDP, c'est pratiquement la même logique là. Quelle logique? On ne change pas.
Surtout que l'Espagne a un changement. On évolue. Le président fondateur. Oui, vous en êtes un, vous en êtes fier. Oui, je suis le président fondateur. Comme je suis président, j'étais fondateur de l'IRIC, je suis à l'IRIC, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre le monarque que vous êtes, ou alors le fils de monarque si vous voulez, et l'UDC? Est-ce que vous pensez que vous êtes là... Pas du tout. C'est que vous ne savez pas, c'est que le jeu démocratique dans notre pays, où il y a une construction pour détruire tout ce qui est opposition. Vous voyez les formations politiques qui sont nées en 91. Combien sont restés? Donc combien vous accusez le régime de détruire subrepticement... le régime, j'accuse les approches qui se développent. Qui est l'auteur de cette construction à déconstruire les partis politiques? Ben, je pense que chacun d'entre nous, nous le savons suffisamment pour qu'on revienne. Et les Camerounais savent comment ça fonctionne, comment les mécanismes démocratiques fonctionnent. On est là pour savoir ce soir. Oui, bien sûr. Que ce soit pour les élections, que c'est un système de confiscation de pouvoir. Un système de confiscation de pouvoir à travers les élections. Comment elles sont organisées. Et quand on voit les formations politiques n'ont pas des moyens, n'ont pas d'hommes et de femmes qui soient vraiment engagés avec des moyens, avec des méthodes pour pouvoir faire tenir le parti politique. Même si est-ce que vous avez la détermination? Je prends un exemple très banal. En 2004, vous étiez censé être le représentant unique de l'opposition. Et vous savez ce qui vous est arrivé, le SIF a claqué la porte et puis... vous êtes retrouvé avec moins de 5% aux élections présidentielles. Oui, je crois, ça se comprend. Il vous manque la détermination à l'opposition. Il y a des déterminations à l'opposition, c'est-à-dire il y a des formations politiques à l'opposition, avec des approches. Si en 2004, on a réussi à mettre sur pied la coalition des partis de l'opposition pour la réconciliation et la reconstruction nationale, mais les formations politiques qui étaient à l'intérieur de cette coalition n'avaient pas abandonné leurs préoccupations, qui sont basés sur les individus, et non sur les objectifs, et non sur l'esprit d'équipe. Est-ce que le problème finalement, c'est pas vos égos surdimensionnés, vos égoïsmes personnels, qui sont tels que vous ne pouvez pas vous entendre pour un candidat unique, encore que vous venez de décrire. Même si le contexte qui est celui... Le candidat unique ne résout pas le problème. Le candidat ne résout pas le problème. Parce que le candidat unique avait un système électoral qui ne permet pas la transparence, l'objectivité à partir même des inscriptions sur les listes électorales. Pourquoi vous créez des partis politiques? L'ambiance... Non, on doit créer les partis politiques. Les partis politiques ont raison d'exister. Pour animer la galerie, non, pas pour animer la galerie. Ça fait quand même près de 300 partis politiques. Ça fait 25 ans que... Il peut y avoir 25 millions de partis politiques avec les 25 millions de Camerounais. Avec quels résultats? Avec les résultats que nous voyons à l'Assemblée nationale. Mais combien l'émiettement de la politique aujourd'hui n'est pas... Est-ce que c'est pas un jeu pour pérenniser un jeu pour certains, mais pas un jeu pour tout le monde. Pas un jeu pour l'UDC. Monsieur le Président, comment comprendre qu'on ne vous croit plus beaucoup aujourd'hui? Quand je dis vous, c'est pas Monsieur Adamou Damdjoya, c'est l'opposition de manière générale. Vous ne pensez pas que vous avez suivi les mots des autres? On ne croit plus, peut-être, à tous les hommes politiques au Cameroun. On ne croit plus au système, à ce qui fonctionne au Cameroun. On ne croit pas parce que les solutions ne sont pas trouvées au problème des Camerounais. C'est un problème général. Et si on est dans un débat comme celui-ci, tout débat doit aboutir à la construction. Très bien, monsieur le Président. Sortir quelque chose de je voudrais vous poser deux petites questions. La première, c'est en rapport avec ce que disait Soulé Onoyolo tout à l'heure, s'agissant de la candidature unique qui a échoué en 2004. Racontez-nous vraiment ce qui s'est passé ces jours-là. L'idée de candidature unique, je crois, ne résout pas les problèmes. Ce qui s'est passé ce soir, vous savez, pendant une année, on s'est retrouvés dans la coalition. Et on a organisé des tournées à travers le Cameroun. On s'est entendu. On a tout fait, je crois, les Camerounais y croyaient. Les Camerounais à différents niveaux, même ceux qui étaient des militants de la formation politique gouvernante, ils y croyaient. Mais comme il fallait aboutir au choix, on a mis sur pied un comité technique, des experts, dégagés des différentes formations politiques qui étaient dans la coalition, qui ont dégagé des critères objectifs pour le choix des candidats. Parce que dans l'esprit, ce n'était pas choisir un individu pour être candidat, c'était choisir une équipe, c'était mettre sur pied une équipe. Parce que c'est l'idée d'équipe qui l'emportait surtout. Mais malheureusement, il y a des formations politiques qui n'avaient pas... Vous êtes dans l'arène. Oui, la formation politique, l'une des formations, le SDF,
Mais je ne sais même pas, même l'UNDP à plusieurs reprises n'a pas toujours répondu ou suivi ce qu'on avait arrêté dans le cadre de nos rencontres. Pouvait-il en être autrement lorsqu'on sait que chacun, off the record, n'est-ce pas, négocie avec le système? C'est encore le jeu d'égoïsme. Chacun, off the record, n'est-ce pas, négocie pour ses propres intérêts. L'UNDP, Bello Bouba par exemple, et puis John Fundi, qui n'aurait jamais accepté. L'UDC ne négocie pas. Peut-être que vous ne négociez pas, mais John Fundi pense que s'il faut un candidat unique, c'est lui. Mais oui, peut-être... La tendance était à vous adouber comme candidat unique. Oui, parce qu'il n'a pas compris, justement. John Fundi n'a pas compris. Oui, il n'a pas compris. C'est qui était à la base, parce que... Est-ce qu'en acceptant de jouer en deuxième division, il va avoir les mêmes avantages que ce qu'il a maintenant en négociant directement avec le pouvoir des s'il était patriote, s'il avait compris que cette coalition visait la mise sur pied d'une équipe, pas d'un individu, pour apporter des transformations profondes et asseoir les jeux démocrates dans notre pays. Je crois qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Est-ce que tout est perdu? En 2018, vous allez... Non, tout rien n'est perdu. En politique, rien n'est perdu. Est-ce que vous voulez dire à Adamou Damjoya que vous nourrissez encore le rêve, n'est-ce pas, d'être à Etoudi? Je n'ai jamais nourri le rêve d'être à Etoudi. J'ai nourri le rêve de faire ce que j'avais à faire, et je l'ai fait jusqu'ici. Est-ce que cela ne va pas... Non, parce qu'il ne faut pas réduire Adamou Damjoya au président de l'UDC. Je ne suis plus que cela. Oui, mais est-ce que cela ne va pas confirmer ce qu'on dit de vous, que vous n'êtes pas un révolutionnaire, vous êtes simplement un aristocrate? Ça dépend. Si c'est révolutionnaire, c'est qui prêche l'insurrection, nous ne prêchons pas l'insurrection. Nous ne parlons pas l'insurrection, nous parlons des programmes politiques qu'il faut mettre en place pour quand même changer. On peut être beaucoup plus révolutionnaire, fortement révolutionnaire, à travers les idées qu'on développe, à travers les méthodes qu'on emploie, à travers les mécanismes qu'ils ont mis sur pied. Et à ce titre, nous sommes révolutionnaires. Parce qu'à l'UDC, nous avons réussi à créer ce que j'appelle des espaces démocratiques, républicains, citoyens. C'est-à-dire où les Camerounais, les citoyens camerounais, ne veulent plus être transformés... Mais le pays va de plus en plus mal, malgré tout cela. Non, on est presque dans la décadence. Monsieur le Président, on vous a vu dans la décadence ces derniers temps très proche d'Etoudi. Vous êtes allé à Etoudi. Est-ce que c'est le commencement de rapprochement? Je rappelle que lorsqu'on lit certaines de vos biographies, certains éléments de votre vie politique, vous avez dit qu'un jour vous ne repartirez à Etoudi. En tant que président de la République, mais là, lors des vœux, on vous a vu en train de causer avec le chef de l'État camerounais. La formation politique, je connais le président bien avant. Je connais le président, j'ai déjà été à Etoudi. Lors de la présentation. J'ai déjà été à Etoudi quand le pape est venu ici. J'ai été invité parce que je suis un leader religieux sur le plan mondial. J'étais à Etoudi pour rencontrer le pape Jean-Paul II. J'étais à Etoudi quand le directeur général de l'UNESCO était là, parce que j'étais membre du conseil de sécurité de l'UNESCO. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas étudié. C'était un palais. Cette fois-ci, vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit? Je suis de plus en plus là. Non, pas de plus en plus là. Je ne suis pas allé parce que je cherche quelque chose. Pas du tout. Et le président connaît, quand on a une somme d'actions, d'expérience, quand on a fait un certain nombre de choses dans le pays, on ne peut pas ne pas rencontrer qui que ce soit, à quelque niveau que ce soit. Qu'est-ce que vous avez dit lors de la présentation? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le président? Si je suis allé, vous savez, le Cameroun traverse une période difficile. Donc si on vous appelait donc à faire prévaloir votre expérience, votre expertise même. Non, vous savez, les Camerounais pensent toujours en termes d'entrer dans le gouvernement, de faire c'est plus ce que le docteur Adamou cherche. Moi je voudrais quand même qu'on remonte l'histoire. On sait que Bello Bouba Maïgari, Paul Biya et vous-même étiez des enfants chéris du président Ahidjo. Oui. Et à un moment donné de l'histoire, vous étiez plus estimé que M. Biya, qui était fils de catéchiste, alors que vous étiez fils d'un faucon, un fossile, qui était Njoya Aruna. Et ça n'a jamais plu à Paul Biya cela, et il vous a gardé rancune tout cela. Vous pensez que c'est la main, n'est-ce pas, d'Etoudi? Est-ce que c'était la comédie du pouvoir ou alors du cynisme politique? Non, je ne pense pas. Dire garder rancune pour ça, je ne pense pas. Pourquoi me garder rancune?
Je n'ai pas de problème avec lui. Puisqu'il n'a jamais accepté partager le pouvoir avec vous. Pourquoi partager? Il a rappelé certains est-ce que je lui ai demandé des membres du gouvernement? Non, et il ne nous a jamais rappelé. Vous savez, quand on a le pouvoir, on l'exerce avec ceux qui peuvent être en harmonie avec vous. Comment expliquez-vous que tous les trois des enfants estimés du président Aïjo, il n'a appelé que Bello Bouba et vous pas? C'est pour ça que je demande si ce n'était pas la comédie du pouvoir ou alors un simple acte de cynisme politique. Je dis encore qu'on exerce le pouvoir avec la personne avec laquelle on est en harmonie. Vous n'êtes pas en harmonie avec la politique du président? Non, c'est lui qui décide, c'est pas moi qui décide. Mais c'est lui qui décide. Il y a une autre version qui... pour moi, ça ne me gêne pas. Là où je suis, je participe à l'exercice du pouvoir parce que je devais dire que je dialogue avec les présidents tous les jours puisque j'ai les discours de ma formation politique, j'ai des discours à l'Assemblée nationale, j'ai des discours comme maire, j'ai des actions que je mène et je crois aussi il doit suivre avec une oreille attentive ce que je fais. Parce que dans le fond... Je veux vous révéler, n'est-ce pas, ce que m'a dit mon sixième sens. Quand on vous est salué, mon sixième sens m'a dit, mais vous avez dit, monsieur le président... Je suis toujours... Non, je ne suis pas là, mais songeons à laisser ça aux jeunes. Nous sommes là depuis très longtemps. Et il vous a répondu, monsieur le ministre plénipotentiaire, je pense que vous avez raison. Est-ce que vous pensez réellement au rajeunissement? Vous savez, le rêve. C'est le sixième sens qui m'a conduit à cela. Est-ce qu'il vous est arrivé un moment de dire à monsieur Biya que... mais vraiment, il faut qu'on parte, nous sommes devenus folklore. Nous devons aussi laisser ça. Le président Biya est le chef de l'État. Et Ndam Joya est un citoyen qui est président des partis, qui fait ce qu'il fait. Je le dis parce que vous auriez pu aussi être président de la République si, n'est-ce pas, le crayon d'Aïjo n'était pas tombé sur Biya, mais sur vous. Je ne le suis pas. Alors, je suis pas. Vous aurez dû. Vous êtes président de l'UDC, monsieur le président. Alors l'UDC, on dit que vous gérez ce parti comme effectivement votre maison, votre chambre. La preuve, c'est que c'est les mêmes que vous envoyez à l'Assemblée nationale, donc votre épouse. C'est le même qui est maire de Foumbane jusqu'à présent. Vous ne faites pas différemment que les autres. Non, ça c'est une perception des choses. Vous dites j'envoyais les mêmes à l'Assemblée nationale. En 97, ce n'était pas les mêmes. En 2004, ce n'était pas les mêmes. En 2016, ce n'est pas les mêmes. Et vous parlez de la famille Adamdrea était là. Vous parlez de mon épouse. Ça vous est encore très trop en retard. Et c'est regrettable que vous réfléchissiez en ces termes. Parce que dans le fond, ce n'est pas l'épouse. C'est une militante, active, une patriote. Et puis, vous allez voir autour de vous des hommes avec leurs épouses qui ont des activités, qui ont des responsabilités. Vous allez voir autour de vous des hommes, je ne sais pas, qui sont incapables peut-être de laisser la possibilité à leurs femmes de faire quoi que ce soit, alors qu'elles sont capables. Est-ce que c'est facile pour les questions genre le maire de Foumbane, avec, n'est-ce pas, l'adversité du RDPC, qui quand même soutenu par le sultan de Foumbane, est-ce que c'est pour vous c'est très facile de gérer la commune de Foumbane? Il n'y a pas de problème. Vous savez, le sultan était candidat aux élections. 96. Oui. Je l'ai battu. Oui. Hein, vous n'avez pas pardonné ça? Je l'ai battu. Vous avez pardonné ça? Il n'a pas pardonné. C'est la démocratie, c'est la République. Nous sommes en République, monsieur. Et quelles sont les difficultés aujourd'hui, n'est-ce pas, qui ne permettent pas que la décentralisation décolle effectivement? Peut-être qu'on reparle de la décentralisation tout à l'heure Soulé, mais pour j'aurais exigé une réponse, s'il vous plaît. Tout à fait. Monsieur le Président. Les difficultés qui ne favorise pas le décollage, n'est-ce pas? Enfin, je pensais dans le fond, vous savez, la centralisation était tellement forte dans notre pays. Décentraliser, ça veut dire déposséder les départements ministériels certains pouvoirs. Des pouvoirs, des compétences et des ressources. Et ils ont décentralisé sur le papier, dit que les pouvoirs sont transférés, les compétences sont transférées, mais les ressources... Vous avez le sentiment que les... Pas le sentiment, c'est une réalité que nous vivons. Il y a eu la confiscation du pouvoir. C'est une réalité que nous vivons, c'est pas le sentiment. Pas la décentralisation, totale la décentralisation. Exactement. Très bien. Peut-être qu'on va revenir dessus. On revient là-dessus tout à l'heure de fond en comble. Le temps pour nous d'observer la première pause de ce programme. Et juste derrière, on va accueillir Karel Mezatia pour mes préférences, une rubrique quelque peu enlevée qui va rentrer dans le jardin secret du président Adamou Ndamdjoya qui est l'invité de la reine ce soir. A tout de suite. Karel Mezatia, bonsoir. Bonsoir, Gisela. Alors, votre sourire, je voudrais que vous l'utilisiez pour questionner le président Adamou Ndamdjoya. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ça va?
Oui, ça va. Vous avez l'air très détendu. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Ça tombe bien parce que c'est la partie la plus relaxe de l'émission. D'entrée de jeu, nous voulons savoir ce que vous avez mangé aujourd'hui. C'est quoi votre plat préféré en fait? Je ne suis pas tellement... Je suis pas un très gourmand ou un fin gourmet. Et je mange ce qui me tombe, ce qui est bien, mais surtout pour que ce soit diététique. Vous avez certainement une préférence? Des légumes. Ah, ok. Et la dernière fois que vous avez arboré un costume remonte à quand? On le sait, vous avez été directeur de l'URIC, le tout premier d'ailleurs. À cette époque-là, vous voyez tout le temps en costume. Connaissez cela de vous? Bon, non. Ça peut-être faisait confusion. J'étais peut-être en costume, mais j'étais aussi en boubou, très souvent en boubou. Et la dernière fois que vous avez arboré un costume remonte à quand? Vous savez, j'aimais souvent les costumes. Peut-être quand je voyage en avion, ou je vais en Europe ou en Amérique, j'aime les costumes. Et ça me va très bien aussi. Il y a mes enfants qui me disent qu'il faut que je sois plus souvent en costume. Et quel est le meilleur souvenir que vous avez laissé à l'IRIC? Le meilleur souvenir, vous savez, l'IRIC, j'ai reçu l'agenda de l'IRIC 2015 adressé au directeur honoraire, parce que je crois que le gouvernement a fait directeur honoraire de l'IRIC, où ils ont mis le nom de celui qui était mon directeur des études, qui est venu bien que avant en disant 1971-72, telle personne, et moi 72-76. Alors, ça, c'était une confusion qui ne va pas avec l'esprit de l'IRIC. Parce que l'esprit de l'IRIC, c'était arriver à mettre sur pied une institution qui forme les acteurs pour nos pays respectifs, mais pour l'unité africaine. Et c'est ça que je pense que là, j'ai réussi dans la mesure où on continue dans cette tradition de formation des jeunes diplomates ou des spécialistes dans les domaines des relations internationales. Maintenant, c'est un peu varié, mais avec un fond humain très fort pour évoluer vers une véritable communauté, l'unité de notre communauté humaine. Ceux qui vous connaissent disent de vous que vous étiez ou alors vous restez le meilleur ministre de l'éducation du Cameroun. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Bon, je ne sais pas, naturellement, comme vous l'avez dit, j'ai contracté. J'ai pu développer un certain nombre d'idées à l'éducation nationale, des idées d'éthique. La nouvelle éthique de l'éducation nationale. C'est-à-dire à former des enfants de la maternelle jusqu'à l'université, qui ne soient pas enfermés dans des systèmes, dans des valeurs, mais qui aient une ouverture d'esprit, qu'ils sachent qu'ils doivent travailler avec les autres, qu'ils doivent travailler pour l'être humain, et puis qui ne doit pas avoir le sens égoïste, mais développer la générosité. Et je crois que ça, c'était très important. Et ça facilite beaucoup de choses. Quand on a cette approche-là, et c'est ce qui s'est passé dans le fond, avec les enseignants, avec les parents, avec les élèves, avec les étudiants, mais si on a, parce que vous avez parlé de la colle, mais si on a parlé de la colle, c'était tout un programme, mais malheureusement le programme n'a pas été suivi après mon départ à l'éducation nationale. Ça veut dire que si vous êtes nommé ministre aujourd'hui, vous allez encore restaurer la colle? Vous savez, c'est pas mon ambition, c'est pas ma préoccupation d'être ministre derrière l'éducation nationale. C'est ça, je suis au-dessus de cela maintenant. Et si c'était le cas, est-ce que vous allez encore restaurer la colle? Bon, je ne pense pas que ça puisse être le cas, parce que je ne travaille pas sur le si ou sur le possible. Je travaille sur ce qui est, parce que je suis présent, je suis actuel, j'agis à partir des idées que je développe. Et maintenant, nous disons qu'il y a tout un problème. C'est de l'organisation du système éducatif. L'organisation du système administratif, ce n'est pas seulement l'éducation, c'est dans tous nos systèmes, pour que tous ceux qui œuvrent à l'intérieur ou tous ceux qui doivent bénéficier des prestations se sentent à l'aise, se sentent des partenaires partie prenante. Et c'est ça facilite beaucoup les choses, parce que dans le fond, la colle n'était pas une pratique qui devait rester, c'était un élément d'une politique. Mais malheureusement, on n'a pas suivi cette politique. Vous avez obtenu votre CEP probatoire BPC en quelle année? C'est 61, 62, 60, l'indépendance. Et si à cette époque on avait instauré le système de colle, comment est-ce que vous avez fait pour... Oui, à cette époque on ne pouvait pas instaurer le système de colle, parce que les enfants travaillaient, les enseignants travaillaient, les parents travaillaient, encadraient les enfants. On va parler un petit peu de votre vie. Et puis à cette époque il n'y avait pas une université, avec des amphis construits pour 300 personnes qui recevaient 1000 personnes.
On va parler un petit peu de votre vie politique. Vous faites de la politique, votre épouse également. Comment est-ce que vous parvenez à gérer la vie politique et le foyer? Je crois il y a le boulanger et la boulangère qui sont mariés. Comment ils gèrent le boulangerie? Est-ce que vous êtes prêt à prendre la relève à vos enfants au sein de votre parti ou alors à les encourager à émerger ailleurs? Oui, mon père ne m'a pas travaillé pour que je prenne sa relève. Il m'a appris à travailler à l'école, à travailler à l'université, à faire ce que je veux faire. Et je dois dire, quand j'ai été nommé vice-ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas au Cameroun, je n'avais pas fait des interventions et des démarches pour devenir. Et c'est à partir de ce que j'ai fait, parce que mon père m'avait appris à travailler très durement et d'être très discipliné, très organisé. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants. Une dernière question, peut-être pour sortir. Comment est la relation entre vous et vos frères qui sont dans les autres partis, notamment le sultan? Il y a les relations entre partis. Et vous savez, à l'intérieur d'une même famille, il y a des amitiés entre les frères et les sœurs, les cousins. Il y en a qui s'entendent, d'autres qui ne s'entendent pas. C'est normal, c'est de la nature humaine. Et comment est la relation? Et nous disons que chacun a des missions à accomplir. J'accomplis ma mission, peut-être les autres accomplissent la mission. Et l'essentiel, c'est qu'on puisse atteindre les objectifs qui est le bonheur. Merci d'avoir répondu à ces quelques petites questions. Merci, madame. Jocelyn Pierre, journée terminée. Merci Karel, et à dimanche prochain. Le rendez-vous est naturellement noté dans les agendas. Monsieur le Président, on va parler tout à l'heure avec naturellement les confrères qui sont là ce soir. On va parler de monsieur le maire, que vous êtes le maire de Fumban, 20 ans après d'ailleurs. On va essayer de dresser d'une manière ou d'une autre le bilan. Mais pour revenir un peu à la question de l'existence de l'UDC, lorsque vous fondiez ces partis dans les années 90, il était basé sur la décentralisation du gouvernement, mais aussi sur le respect des droits des minorités. Alors, quelques années après, quel est le bilan que vous pouvez en faire? Je dois dire que... La décentralisation du gouvernement, c'est-à-dire que vous auriez souhaité par exemple que lorsque le chef de l'État forme un gouvernement, qui est toutes les composantes... La décentralisation du gouvernement, je ne sais pas si on veut parler de la décentralisation du gouvernement. On parle de la décentralisation sur le plan administratif, en ce qui concerne les collectivités locales, que ce soit la région ou les communes. La décentralisation. Donc le bilan est catastrophique. Oui, le bilan, il y a les textes. Mais les textes ne sont pas appliqués. Il y a les textes qui prévoient le transfert des compétences. Il y a des textes qui prévoient le transfert des ressources. Les transferts des compétences ont été opérés par certains départements ministériels, mais partout. Pas le transfert des ressources. Tout simplement parce que le pouvoir, le gouvernement, je crois... Vous accusez Yaoundé? Non, je n'accuse personne. Je constate. Parce que quand on fait une politique, il faut développer les moyens de cette politique. Quels sont les moyens s'agissant de la décentralisation? C'est avoir des cadres, les former s'il n'y en a pas. C'est permettre à ceux qui opèrent déjà dans ces terrains de jouer le rôle avec les autorités décentralisées. C'est quand même un processus, Monsieur le Président. Il y a eu c'est le processus qui continue. C'est le processus. On se situe trop dans le processus. Et si le processus dure éternellement, ce n'est plus un processus. Ça veut dire qu'on stagne. Comment appréciez-vous le fait que les démembrements... Je m'explique. Je voulais dire que dans le fond, si c'était une politique arrêtée par le gouvernement, en ce qui concerne la décentralisation, tous les moyens devaient être mis en œuvre pour former les acteurs au niveau des collectivités locales décentralisées. Les acteurs, il faut que dans les communes, il y ait des techniciens, des experts, des ingénieurs, des spécialistes en gestion financière, administrative, tout ça. Il faut que les représentants des différents ministères, ainsi que les services déconcentrés qui sont dans les communes, s'engagent et travaillent avec les collectivités locales. S'ils sont là pour créer des problèmes, n'est pas facilité aux collectivités. Est-ce qu'ils ne sont pas divisés parce que justement, il y a le problème de la passation de marchés publics? Oh, il y a tout ça, justement, comme je disais. Il y a des freins parce que décentraliser suppose qu'on prenne ce qui était au niveau central pour donner au niveau des collectivités locales. Et ceux-là qui doivent le faire, ils ne le font pas parce que justement, ils se voient, ils n'ont plus tous ces pouvoirs qu'ils avaient, ils n'ont plus toutes ces ressources qu'ils avaient. C'est ça le problème. Alors on doit dépasser cela. Dépasser cela, c'est avoir une conception de la nation, de la chose publique qui dépasse l'égoïsme. Est-ce que c'est pour tout le monde que c'est dur ou alors c'est seulement dans les mairies de l'opposition?
Non, c'est pour toutes les communes. Le problème, c'est pas toutes les communes. Moi, j'aurais aimé qu'on prenne l'exemple concret de Fumban, où vous êtes maire, vous avez l'impression qu'on vous met les bâtons dans les roues, par exemple, en ce qui concerne la décentralisation. Oui, mais c'est au départ. Il faut, par exemple, il y a eu un budget en 2010. Il y a une loi des finances qui ouvrait toutes les portes en ce qui concerne les différentes recettes, les impôts, les taxes qui devaient être perçus directement par les communes. En 2011, on change. Tout revient maintenant aux percepteurs, aux receveurs des finances qui doivent centraliser tout au niveau de la région pour qu'après, on vous renvoie ça. On vous renvoie à compte-goutte. Et il n'y a plus cette marge de manœuvre en ce qui concerne les collectivités locales. Ça, c'est général. C'est ce qui justifie le fait que Fumban ne se développe pas. Non, ce n'est pas l'histoire de Fumban, c'est l'histoire de toutes les autres communes. Mais Fumban se développe. À Kimimiu, comme toutes les autres communes, elle a des problèmes. Mais vous avez dit à un moment donné, en gérant la commune de Fumban, que si les choses n'allaient pas vite et bien, c'est parce qu'il y avait effectivement ces boulots d'étranglement que vous évoquez. Oui, c'est ça. Transfert de fonds. Oui, mais comment le maire de Koutaba, lui, l'a fait, paix à son nom, M. Tandé, qui est également membre de votre parti politique? Non, j'ai pas dit que infrastructure. Oui, j'ai pas dit que Fumban n'a pas d'infrastructure. Je n'ai pas dit que ça ne va pas. Donc ça va très bien? Oui, où est-ce que ça va très bien au Cameroun? Ah, donc tout le Cameroun va mal? Ouais. Je n'ai pas dit que ça va mal. Ça ne va pas très bien, ça ne va pas mal. Il y a des problèmes partout. Et même dans les grands pays, il y a des problèmes. Ce n'est pas seulement au Cameroun, ce n'est pas seulement... Tout à l'heure, nous avons, dans les précédents, vous avez évoqué la question de l'école camerounaise. Vous avez dit que c'était un processus, n'est-ce pas, qui intégrait l'école. Or, aujourd'hui, vous pensez qu'on est parlé au terme du processus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, j'ai dit c'est pas un projet. Peut-être qu'on évoque la question de l'école tout à l'heure. Oui. J'ai dit, je voulais dire qu'à l'époque, c'était toute une politique. Par exemple, comme ministre de l'Éducation nationale, j'avais effectué une visite en Grande-Bretagne pour voir le système de l'Open University. Et on avait mis en œuvre tous les mécanismes pour pouvoir appliquer ça ici. Pourquoi? Parce que l'amphi 700, qu'on est 700, qui pouvait abriter 350 étudiants, ne pouvait plus contenir les 1000 étudiants ou les 2000 étudiants, etc., qui étaient à l'université à l'époque. On en parle tout de suite après, hein, monsieur le maire de Fumban. Je voudrais quand même vous questionner sur un concept. Vous allez dire, si vous le connaissez, Fumban, joli. Oui, bien. C'est très bien quand vous avez posé cette question, Fumban, joli. Oui, c'est ce que nous développons, ce que nous allons faire. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai demandé qu'on fasse, on écrive une lettre au gouverneur pour lui dire qu'il y a un comité qui passe tous les ans pour voir les villes les plus propres, les plus jolies comme vous voulez, les communes. Les années dernières, par exemple, Fumban était parmi les villes qui étaient retenues. Cette fois-ci, ils n'ont pas été retenues. Alors que dans le fond, peut-être les dépôts d'ordures qu'on pouvait trouver un peu partout, on ne les trouve plus. La ville est propre. Tout est... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas contents parce que c'est joli. Mais c'est joli, ça va continuer à être joli. Non, monsieur le maire, vous êtes appelé aujourd'hui, 5 cas, juste un exemple, vous êtes appelé aujourd'hui à être ministre en charge de la décentralisation. Vous voulez administration territoriale et décentralisation. Le premier geste en ce qui concerne la décentralisation, ça sera quoi? Moi, je réfléchis pas sur ces bases-là. Parce que j'ai peut-être d'autres questions qui me préoccupent et que nous pouvons échanger. Est-ce que le président Adamou Damdjer veut nous dire ce soir qu'il n'a rien à cirer avec le gouvernement, quel que soit le poste ministériel qu'on peut lui proposer, il va aller plus loin et en la présidence de la République? Non, je pense que peut-être je suis à un niveau où je peux fermer un gouvernement. Je ne suis pas là pour attendre pour être un ministre. J'ai déjà été ministre. J'ai été ministre. Oui. J'ai été un grand ministre. J'ai été ministre des Affaires étrangères. J'ai été ministre des Président de la République. J'ai été ministre des Affaires étrangères. J'ai été ministre de l'Éducation nationale, comme vous l'avez dit. J'ai été ministre de l'Inspection générale. Mon ambition, ce n'est pas d'entrer dans le gouvernement. Mon ambition, c'est de faire ce que je suis en train de faire actuellement. Mais qu'est-ce que vous faites actuellement? Ce que je fais actuellement? Oui. J'ai une formation politique où j'éduque les gens. J'ai des activités sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan... Mais ça, c'est la substance. Qu'est-ce que vous visez au terme? Non, si vous voulez aller le plus loin possible, vous voulez amener l'UDC où? Simplement à faire, n'est-ce pas... L'UDC est présente au Parlement. Et l'UDC est en train de se battre pour qu'on ait des élections transparentes au Cameroun. Quand les élections transparentes, les candidats à l'UDC vont gagner. Mais, et c'est au Parlement et seront peut-être... Une formation politique a pour objectif
de pouvoir l'obtenir et le gérer. Absolument. Vous semblez avoir capitulé de cet parce que vous l'adressez à un individu comme tel. Non, mais monsieur le président de l'UDC, je voudrais interpeller, est-ce que vous avez capitulé par rapport à cet objectif? On n'a pas du tout. On va dire traditionnel d'une formation politique. Donc vous voulez être président de la République. La machine est mise. L'objectif, c'est pas être président de la République. L'objectif, c'est d'amener le parti, notre formation politique, à gérer, à gouverner, à être. Est-ce que vous ne nous bluffez pas, puisque Adamou Damdouya, vous avez été quand même candidat à toutes les élections présidentielles? Oui. Et comment vous pensez que ça c'est superfectatoire? C'est presque... où est le problème là? Et c'est pour ça que je reviens. C'est pas un problème, c'est normal. C'est normal parce que, comme vous l'avez dit si bien, une formation politique, elle est faite pour conquérir et exercer le pouvoir. Nous sommes en train de le faire. Dans la base, est-ce que vous n'êtes pas forclos finalement? Oui, non, pas du tout. Il y a un individu qui est 27 ans, 30 ans en prison, après il est devenu président de la République. Alors, je reviens à la décentralisation. Vous pensez que vous pouvez devenir président de la République? C'est pas mon objectif, c'est pas ma formation politique. C'est pas l'objectif d'être ministre. Mais le problème, c'est que la formation politique de l'UDC, on a le sentiment que le seul candidat qu'on peut positionner à la présidentielle, c'est vous. C'est vous qui l'avez dit. Il y a beaucoup de... Est-ce que vous êtes prêt à laisser, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre challenger M. Biya à une élection présidentielle? Le contexte, ça dépend des contextes. Vous n'avez pas répondu à la question. En 92, en 97. Non, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre? J'ai à vous dire ce que je pense, parce que si votre question ne correspond pas à ce que nous pensons, je n'ai pas à répondre à cette question. Je ne suis pas toujours satisfait concernant la décentralisation. L'ambition, ce n'est pas d'être ministre, peut-être être président, mais sur la question de la décentralisation, vous avez accusé... être président. Oui, bon, vous avez accusé le manque de moyens. C'est tout? Non, je parle des moyens, parce que la décentralisation suppose quoi? Il faut des ressources financières, il faut des hommes, il faut des techniciens, des experts dans différents domaines. C'est pour ça que je disais que le gouvernement qui est à la base de la décentralisation, que nous avions demandé, c'est dans notre projet de société, de l'UDC en 91, et je suis ici, doit déployer les moyens. C'est-à-dire former les acteurs qui doivent être dans les collectivités locales. Par exemple, en matière agricole, en matière de voirie, en matière de gestion financière, en matière de gestion administrative. Et les municipalités dans tout ça? Pardon? Les municipalités dans tout ça? Les municipalités, c'est politique. Il faut maintenant des techniciens, des experts autour de ceux qui sont élus et qui gèrent les communes. Allez, je voudrais maintenant qu'on ouvre la page du dirigeant que vous êtes, ou alors que vous avez été, en dehors de votre formation politique, en dehors de la mairie de Foumbane, le ministre de l'Éducation nationale. On sait que vous avez été vice-ministre chargé des Affaires étrangères, ensuite ministre de l'Éducation nationale, et puis, pour finir, vous êtes d'ailleurs sorti par là. Non, pas par là. Vous êtes sorti par l'inspection générale à la présidence de la République. Alors, on retient que vous faites partie de ceux qui ont voulu amener la sévérité, la moralité dans l'éducation au Cameroun. Alors, vous avez l'impression qu'on avance ou on recule en l'état actuel des choses, avec notamment allusion faite aux récents événements de l'IRIC? Bon, je pense que dans le domaine ce qui touche le domaine des sciences sociales, ça touche les êtres humains, avec les problèmes, avec les caractéristiques que nous avons, vous qui êtes là, et moi aussi. Deux principales caractéristiques, l'égoïsme et la générosité. Avec la générosité, on se met à la place de l'autre, mais c'est difficile. L'égoïsme, c'est plus facile. Bon. C'est le religieux qui parle? C'est pas le religieux. Dans le fond, il ne faut pas dissocier le religieux du politique ou le religieux de l'administrateur et tout ça. Il faut pas dissocier. Parce que ceux qui vont à l'église ou ceux qui vont à la mosquée sont les mêmes qui font la politique. Ici, maintenant, vous allez à l'église, à la mosquée pour prier Dieu qui est l'amour, qui a la paix, et maintenant quand vous partez de là, vous allez casser la figure à votre frère. Ça veut dire que vous comprenez les événements de l'IRIC actuellement? Non, les événements de l'IRIC, c'est, je pense et je crois, j'ai écrit un petit texte là-dessus où je disais que dans le fond, l'IRIC devait servir d'exemple. Parce qu'à l'IRIC, on forme des acteurs et des actrices qui ont une dimension nationale, qui ont une approche nationale, qui ont une approche qui permet d'asseoir l'unité nationale. Et si on commence maintenant par parler de régionalisme, du tribalisme à l'intérieur, on fausse tous ces jeux-là. Alors qu'on devait sortir ça pour l'appliquer dans tous nos systèmes administratifs, dans toutes nos institutions. Est-ce qu'à votre époque, ça n'existait pas? On parlait, c'était quand même le président Aïdjo qui a instauré
cet équilibre régional. À l'IRIC, ça n'existait pas à l'époque. Non, même avant, vous savez, à l'IRIC, non, on prenait les meilleurs. On prenait les meilleurs qui pouvaient pas être. Moi, j'espère qu'ils prennent les meilleurs, que c'est ceux qu'on a pris les meilleurs. Mais je dois dire, à l'époque, je n'étais pas complètement en accord avec le président Ejon. Parce que quand vous parlez de régionalisme, de meilleurs, je ne sais pas, régionalisme, ça veut dire que vous pouvez éliminer toute une région. Parce que vous constatez qu'il y a beaucoup de ressources dans ces régions qui sont déjà quelque part. En éliminant, vous oubliez que vous allez éliminer les enfants d'une famille. D'une famille peut-être de 10, de 20 enfants, dont les parents ont peiné pour que cet enfant puisse réussir. C'est un problème humain qui se pose. C'est pas une politique. C'est une politique. Et puis ça détruit les sentiments nationaux, l'unité nationale. Ça ramène les gens à leur petite chapelle. Alors il faut sortir de ça. Pour que ceux qui vont être responsables à travers le concours administratif, à travers les différentes institutions, il ne faut pas qu'on privilégie, qu'on se positionne sur le régionalisme pour dire on prend tel. Non, ça c'est pas bien. Mais est-ce que le régionalisme, là, en réalité, ce n'est pas un faux fuyant lorsqu'on sait qu'il y a des bourgeoisies artificielles qui se forment parce qu'on veut faire dans la reproduction de la classe dominante? Est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le népotisme? Est-ce que ce n'est pas la question des intérêts? C'est pour ça que je dis qu'il faut bannir cette approche. Il faut éliminer cette approche. Qu'on arrive à dire aux Camerounais que vous êtes des Camerounais, pas à dire que vous êtes telle région, vous êtes de tel département, etc. Qu'on est Camerounais et que les jeunes qui montent avec ça, c'était ça la nouvelle éthique des Mais Monsieur le Président, est-ce que, ou alors Monsieur Adamou Damdjoya, est-ce qu'à l'époque, puisque la question Eric nous ramène à un certain paradigme, aujourd'hui on parle de fils à papa, on connaissait l'expression, mais ça revient quand même avec l'actualité concernant l'institution. Vous à l'époque, vous n'étiez pas fils à papa, vous avez quand même été, c'est vrai, vous avez fait des brillantes études en droit public et relations internationales, mais vous avez quand même dirigé l'ERIC, institution de prestige, vous avez été ministre. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas d'une certaine famille quand même? Non, pas du tout, c'est pas ça. Je suis arrivé, je vous l'ai dit, quand le président Ejon m'a nommé vice-ministre des Affaires étrangères, j'étais au Cameroun. Et mon ministre était Ketcha. Je suis resté avec Ketcha peut-être 2 ou 3 mois. Il ne savait pas qui était mon père. C'est après qu'il... Le président Ejon le savait quand même. Oui, c'est Ejon qui lui a dit. Joe Aruna a quand même joué un rôle important à la conférence de Fumban. Pas seulement la conférence de Fumban. Oui, bien sûr, il a joué un rôle important. Il fallait récompenser. Non, pas question de récompense, monsieur. Pas du tout. Donc vous n'avez pas vu quand vous parlez de ceci ou cela, Joe Aruna, c'est Joe Aruna qui ne vous a pas servi du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais vous étiez à l'étranger, comment vous avez fait quelle magie pour qu'on vous nomme ministre? Non, ça veut dire j'étais en mission. J'étais professeur à l'université, j'étais directeur lyrique, je suis allé à l'Académie diplômée de Vienne. Et là où j'ai présenté la nouvelle étude des relations internationales, où les directeurs des instituts des académies diplômées à travers le monde, qui étaient en création, et il fallait donc récompenser le fils à papa? Non, pas récompenser. Je rentrais. J'étais à Paris, je devais passer mon concours d'agrégation. Je ne devais pas revenir ici. Alors, il y a l'ambassadeur qui me dit, qui me cherche partout à Paris, il me dit, voilà, on vous a nommé, vous devez rentrer. Mais, Monsieur le Président, cette nomination vous a fait du mal, beaucoup de mal alors? Non, ça m'a permis d'autres expériences. Quelquefois, je pense que ça m'a fait du mal parce que... Si vous étiez donné de recommencer... Ce que je faisais sur le plan international, j'étais sollicité partout sur le plan international. Si vous étiez demandé de recommencer... Ça m'a bloqué. Si on vous demandait aujourd'hui de critiquer le système BIA en comparaison avec le système AIJO, où quand même il y avait la nomination des jeunes, la nomination des valeurs. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est le nivellement par le bas. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi BIA a du mal à réussir, par exemple, avec ses ministres? Moi, je ne sais pas si je suis bien placé pour critiquer, comparer le système BIA. Vous connaissez les deux systèmes quand même? Moi, je connais deux systèmes. Mais je me dis, un gouvernement est le reflet et du chef et de ceux qui entourent le chef. Donc c'est une question de style. D'approche et de ceux qui entourent le chef. Quand j'écoute la radio, la CRTV,
On ne me dit pas que ça va mal, tout va bien. Non, monsieur le Président, ne dites pas que vous écoutez seulement la CRTV. Ne dites pas que vous écoutez seulement la CRTV. Quand je lis le Cameroun Tribune, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Alors vous ne regardez pas Canal 2, vous ne lisez pas le Messager, vous ne lisez pas... Je lis le Messager, je lis heureusement qu'il y a le Messager et Canal 2. Et la confrontation de ces lignes éditoriales ne vous laisse pas croire que ça va pas, ce pays va mal? Mais dans le fond, c'est parce que j'ai peut-être une ligne éditoriale. Ayant un projet de société pour le Cameroun, ayant une formation politique qui aspire à conquérir le pouvoir, à gouverner. Et du coup, vous refusez de critiquer le système en place? Pas de critiquer, j'ai une approche, peut-être vous allez lire notre projet de société, ce que nous faisons, etc. Vous vous rendrez compte de notre approche. Mais votre approche doit quand même tirer un certain nombre d'expériences, n'est-ce pas? Ou alors c'est un nombre d'analyses par rapport à ce qui est fait maintenant. C'est pour ça que je reviens à vouloir interroger celui qui aspire à prendre le pouvoir que vous êtes, si vous étiez demandé de critiquer ce système. Oui, dans le projet, peut-être ce qui est fondamental dans le fond, dans le projet, c'est nous, disons qu'il faut réviser la Constitution. Quand il y a eu la tripartite qui est née parce qu'il y avait une demande, il y avait une réaction des Camerounais qui se situe dans la ligne des institutions, puisque la Constitution dit. Mais l'autorité d'État s'exerce. Attendez, la tripartite a été la trahison de la... Attendez, c'est pas tout. Laissez-moi parler. Ok. On ne dit pas, laissez-moi que je donne le coup. Vous donnez le coup dans l'arène, c'est ça, c'est l'arène gréco-romaine, quoi. C'est pas moi. Bon, j'ai dit, le système... Ce président, pour vous permettre de mieux répondre, je vous permets de mieux répondre à cette question. On va quitter les textes là, parce que vous êtes... On ne peut pas ne pas laisser sur les textes. Vous êtes juriste. Non, on ne peut pas laisser les textes. Mais c'est pas le problème des hommes. Attendez, c'est quand même le problème des hommes, monsieur le président. Non, attendez. Les textes, à un moment donné, cristallisent les aspirations des populations. En l'état actuel, ça a cristallisé à un moment donné, mais dans le contexte actuel, ça ne répond plus. Les textes, pour nous, il faut qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. Il faut qu'on ait un président de la République qui n'est pas là pour durer éternellement. Il faut qu'il y ait un président... Paul Biya vous a donné une demi-victoire par rapport au texte en concédant à la Constitution de 96, sauf que jusqu'à maintenant, il chevauche entre deux constitutions, 72 et 96. Non, 96, on a modifié la Constitution de 96. Oui, elle a été modifiée, mais elle est restée rien que dans la modification. La preuve, c'est qu'on a fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Notre projet de société, vous demandez ce que nous voulons faire, c'est de modifier cette Constitution. Après, ça c'est de modifier si ça ne peut pas être respecté. Qui est responsable devant le Parlement. Très bien, on vous a bien compris. Je voudrais vous poser deux petites questions avant une autre transition tout à l'heure. Alors, sur l'IRIC, est-ce que vous, en tant qu'ancien directeur de l'IRIC et en tant que quelqu'un qui a prôné la sévérité et la moralité dans l'éducation au Cameroun, est-ce que vous estimez que ce qui s'est passé, c'est un scandale de recrutement politique? Ah oui, absolument. J'ai écrit un petit article là-dessus que ça ne devait pas arriver. On devait éviter que ce qui se passe dans les autres administrations arrive à l'IRIC. Parce que l'IRIC, c'est resté cette source, on peut puiser pour aller inspirer des actions dans notre administration, c'est-à-dire en ce qui concerne le recrutement. Qu'on ne prenne pas de décisions politiques où un jury scientifique intervient. Où on met un jury scientifique, on lui fait confiance, ou on ne le met pas. Très bien. L'autre question, lorsque vous êtes 3 fois de suite ministre, membre du gouvernement donc, est-ce qu'il vous était arrivé une fois de défier l'autorité du Premier ministre d'alors, qui était le président Paul Biya? On vous reproche d'être très souvent allé rendre compte au président Amadou Ahidjo et d'avoir traverser le Premier ministre. C'était le système qui était en place. Alors vous reconnaissez que dans le fond, le Premier ministre à l'époque, vous reconnaissez? C'est trop dit, on avait des réunions. D'où le sens de la rancune dont je parlais tout à l'heure. Monsieur Biya ne vous a jamais pardonné d'être toujours, n'est-ce pas? Vous me l'apprenez. En fait, vous le savez, monsieur Damoun. C'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Donc, en réalité, qui vous ait gardé rancune ou pas, c'est pas votre problème. C'est pas mon problème. J'ai fait ce que je devais faire aux affaires étrangères. Ceux qui sont les diplomates actuels sont des ambassadeurs ou des ministres et reconnaissent que la touche que j'ai apportée aux affaires étrangères, elle était importante en ce qui concerne une gestion saine
notre diplomatie. Mais quel regard vous jetez aujourd'hui là pour jeter là-dessus, vous permettez cela, Pierre? C'est un regard nostalgique lorsque, à votre époque, avec tout ce que vous avez fait, aussi bien lyrique que dans certains départements ministériels, vous regardez un peu dans la glace, vous vous dites c'était bien mon époque, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Non, les nostalgiques sont ceux qui veulent peut-être revenir à ce qu'il était. On ne peut pas revenir à ce qu'on était, on avance, et moi j'avance. J'avance. Si je ne suis pas à l'éducation nationale, si je ne suis pas aux affaires étrangères, si je ne suis pas à l'inspection de l'État, j'avance, c'est autre chose. C'est pas les hommes qui font problème, c'est les textes. Il y a les textes, les textes sont les bases. Et puis maintenant, il faut qu'on applique les textes. Il faut d'abord qu'il y ait des textes. Mais s'il y a des textes qui permettent de fausser, qu'il y a des textes qui créent un gouvernement qui, dans le fond, n'a pas le pouvoir, avec un Premier ministre qui n'est pas un Premier ministre, qui est le premier des ministres, qui n'a pas la responsabilité devant le Parlement, ça ne va pas. C'est ce que vous dites du Premier ministre camerounais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est pas un problème de culture ou de mentalité? Oui, tout ça, ça s'ajoute. Parce que la culture, c'est la culture qui détermine les textes. C'est la culture qui influence l'application des textes. Parce que si on a la culture des démocrates, on a la culture républicaine, on a la culture d'assises de l'idée nationale, on va avoir des textes qui répondent et on va les respecter. Monsieur Adamou Namdjoya. C'est ça notre travail, le projet de solidarité à l'UDC. Monsieur Adamou Namdjoya. C'est arriver à cette culture-là. Monsieur Adamou Namdjoya, vous parlez des textes. Que vous inspire la terminologie suivante? Premier ministre, chef du gouvernement, pour le cas du Cameroun. Moi, je dois dire que il est premier chef du gouvernement sur le papier, mais dans le fond, il n'est pas parce que dans notre projet de société, ce que nous envisageons pour l'alternative, on a dit que le Premier ministre sera issu des élections législatives, c'est-à-dire avec un programme accepté par les populations, ceux qui vont les lire. Pas un Premier ministre nommé par le président qui définit la politique générale. C'est tout le système politique qu'il faut changer. Ah oui, le système, dans le fond, c'est ça, on va arriver à ça. On va arriver. Parlementaire. Ah oui, peut-être pas parlementaire. Oui, parlementaire, si vous voulez. Mais on va arriver, c'est-à-dire, on va arriver, peut-être pas, je ne sais pas parlementaire, on va arriver à la situation où il y aura un gouvernement avec un Premier ministre issu des élections qui est responsable devant le Parlement. Très bien. Pas un Premier des ministres qui est nommé par le président de la République, qui est chef de gouvernement et qui n'est pas responsable devant le Parlement. Très bien. Et le Premier ministre apparaît comme un fusible. Il ne doit pas être ce fusible. Très bien. On vous a bien compris, on va faire comme dans l'UDC, il y a la démocratie dans l'UDC. Il y a la démocratie partout. Non, je dis dans l'UDC. Vous savez, Platon était très très démocrate. Il était ceux qui ont instauré la démocratie à la cité athénienne. Mais les démocrates qui sont arrivés, ils ont condamné Socrate. Il a été trop démocrate. Oui, parce que Socrate allait dans les quartiers un peu partout pour éduquer les populations, pour éduquer celui-là, et disait allez contre les dieux là, ça ne sert à rien, tout ça. Et les démocrates l'ont condamné à boire la ciguë. Et Platon a dit non, cette démocratie, je suis plus d'accord. Et il a dit république, la res publica, la chose publique. Très bien. Parce que la chose publique suppose des trucs concrets. Des trucs concrets qu'on doit toucher, qu'on doit gérer. Et celui qui doit gérer, s'il fait un faux pas, on l'écrase, on l'écarte. Je posais juste une petite question. Parce qu'avec la démocratie, on peut faire n'importe quoi. Je posais juste une petite question. Si avec la démocratie au sein de l'UDC, vous avez dit oui ou alors vous avez dit non? La démocratie, nous cultivons la démocratie. Donc, à chaque fois qu'il y a un congrès, selon les textes, vous remettez votre casquette en jeu et on procède à une nouvelle élection au sein de l'UDC. C'est arrivé combien de fois ces derniers temps? Mais ça, c'est une approche démocratique, si vous voulez. Mais il y a une approche de pourquoi c'est les élections. Il y a des candidats, peut-être vous avez vu qu'il y avait des candidats. C'était arrivé la dernière fois quand? En 2011, on a eu des élections. Au sein de l'UDC? Oui. Qui était votre challenger? Et comment est-ce qu'il a été battu? Mais vous, journalistes, vous êtes bien placé pour savoir. Non, vous êtes là pour répondre. Non, je ne suis pas venu pour me pour ceci ou cela. Vous ne devez pas venir dans les détails si vous voulez. De vous permettre de choisir l'un de ces bulletins. Vous êtes habitué au bulletin de vote. Ce sera le duel juste après cette transmission. Alors, vous allez choisir l'un de ces papillons. Oui. Ce sera le nom de qui sera tiré, qui va vous affronter dans le cadre du duel, monsieur Adamou Namdjoya, démocratiquement, comme à l'UDC.
On va découvrir ensemble le nom de celui qui a été retenu pour cela. CRT. Dieudonné Ngba. Très bien. Dieudonné, je vous laisse en compagnie du docteur Adamou Dam Djoya pour 5 minutes dans le cadre du duel. Monsieur le Président, rebonsoir. Bonsoir. On ne va pas parler de CRTV, bien sûr, bien que vous disiez que lorsque la CRTV parle, tout va bien. Même lorsque vous êtes interviewé à la CRTV et que vous devez être amené à dire des choses. Bien sûr. Mais ce n'est pas la substance. Quand je suis interviewé, combien de fois? Par mois, par an. Avec ça, on peut aller où? Il y a quand même environ 300 partis politiques. S'il faut que le président de l'UDC soit interviewé tous les jours. Votre question est malvenue. À la CRTV. Donc, c'est pour vous dire qu'on fait de notre mieux. Alors, c'est une parenthèse. On revient sur votre casquette plurielle. Hein. Vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes fils à papa. Vous êtes maire, vous êtes ancien ministre, vous êtes ancien directeur. Quelle est la casquette que vous appréciez le plus? Vous savez, le cerveau humain est fait de compartiments qui jouent différents rôles. L'intelligence humaine peut s'appliquer à un peu de tout. Par exemple, j'ai écrit une nouvelle où les acteurs, on les voit vivre à travers le marché de Fundy ici, on les voit vivre au Hall de Paris, on les voit vivre à Harlem, on les voit vivre un peu partout. Ça, c'est l'intelligence humaine qui se promène. Bon, les casquettes, ce n'est pas un problème, les casquettes demandent aussi une organisation. Bon, je suis maire avec des adjoints, je suis maire avec des collaborateurs, je suis président de parti avec des vice-présidents, avec des secrétaires nationaux qui ont des responsabilités. Et alors, c'est en ce moment que le chef, il est incarnation de certains principes, de certaines valeurs. Dans la mesure où le chef n'est pas celui qui cherche à entrer dans les détails, à voir tous les détails pour surveiller, pour contrôler. Ceci peut-être parce qu'on a réussi à voir des hommes et des femmes en qui on peut avoir confiance. Alors, si je comprends bien, à chaque fois, c'est un jeu de rôle que vous faites. On organise les acteurs, on organise les acteurs des différents rôles, et parce que dans le fond, on a une somme d'idées, de principes forts, partagés, acceptés. Bon, j'ai une casquette, vous avez oublié, moi je suis un agriculteur. J'ai une plantation de café, pas des plantations de café. Et avec les autres planteurs, on a mis sur pied une coopérative. On a organisé la fête du café qui est devenue internationale. Alors, deuxième préoccupation, deuxième question, les relations que vous avez avec le sultan de Bamoun. Vous êtes maire de Foumban et le sultan est logé dans votre municipalité. Vous avez quelle relation? Quelle est la relation qui prime? Fraternité ou alors convivialité politique parce qu'il est de l'autre bord? Je pense que la République est organisée. Elle est loin de la République. Et c'est ça qui organise les gens. Bon, vous pouvez ne pas examiner. Quand je suis dans ces cadres, ça m'a plu. C'est agréable de rester là. Si ça ne m'a pas plu, je ne serais pas resté là. Et je félicite Canal. Bon, et la République est organisée. Et elle est loin. Les rapports avec les autorités traditionnelles, que ce soit vos parents ou non, c'est organisé par la loi. Le maire est le premier magistrat de la commune, de la ville de Foumban. De par la loi, la République, de par la démocratie. Et vous maîtrisez toujours tous les éléments de votre municipalité. Oui, lorsqu'il y a par exemple une marche à organiser, on vous consulte? Non, les citoyens peuvent organiser une marche. Et vous savez que la République est organisée. Ce n'est pas le maire qui donne l'organisation des marches. C'est vrai, mais... Il y a des autorités administratives. Il y a le préfet qui est le président du gouvernement. Il y a les sous-préfets qui sont là. Vous voyez? Ils organisent. Et si les sous-préfets sont peut-être plus royalistes que le roi, ne sont pas suffisamment républicains, ils vont créer des situations où il y aura un conflit entre la loi de la République et les autres autorités. Alors les relations sont comment? Bonnes, mauvaises? Moi je dis... Concrètement? Je dis les relations, je ne peux pas dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Les relations sont là. Si je dois signer un permis de bâtir pour telle ou telle personne, que ce soit autorité, quelle qu'elle soit, je signe, il n'y a pas de problème. Comme on n'a pas de relation d'amitié particulière, que je fréquente ou ça, moi je travaille à la mairie, ceux qui viennent à la mairie, on travaille avec eux.
Et je ne passe pas mon temps à aller rester avec les autres parce que je vais faire le Congo-ça ou des choses comme ça. Vous invite au palais quand même, aussi? Non, je dois dire que il y a une situation qui est sérieuse qui m'a amené à dire que je ne peux pas aller au palais. Très sérieux. Parce que le 21 décembre 2006, on est venu nous assassiner. On a tué une personne. On a blessé des gens. Il y a eu des coups de fusil qui étaient tirés dans la concession de Njoya Aruna, là où il y avait le noyau de la conférence de Fumban sur la réunification. On a eu tout ça, parce que les complicités d'une autorité traditionnelle avec les préfets pour faire venir les militaires ou les armées de Bafoussam pour des questions qui n'en valaient pas la La réconciliation, c'est pour bientôt. J'ai encore 2 questions. Je sais que je n'ai plus assez de temps, Monsieur le Président. Pour parler de la réconciliation, il y a des problèmes qui naissent. Si on prend conscience de ces problèmes, on résout ces problèmes, il y a la réconciliation. Moi, je ne vais pas dire que j'ai l'âme de vengeance ou cela, parce que je n'ai pas le temps pour ça. Parce que quand on cultive cela, on tue son intelligence, on tue son énergie. On passe ses nuits à rêver, à penser, à faire des calculs. Je ne fais pas ça. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Monsieur le Président de l'UDC, en 2018, vous serez candidat à la présidentielle, oui ou non? Ah, vous voyez, 2018, il faut interroger Dieu. Vous n'avez pas d'ambition? Il faut interroger Dieu. Dernière préoccupation, la guerre contre Boko Haram bat son plein. Le regard du président de l'UDC, on ne vous a pas beaucoup senti. Chez vous, aujourd'hui, je crois qu'il y a eu marche patriotique. Vous dites que ça a été organisé par l'autre camp. On ne vous a pas beaucoup senti. Quelle est votre position? J'ai été à l'extrême nord, avec des maires. Quels sont les autres hommes politiques qui étaient à l'extrême nord avec des maires, qui sont allés voir là où ça se passe, et où ont été accueillis par les populations ou les administrateurs qui sont là parce que les autres ont peur d'y aller. Parce qu'on risque à tout moment face aux kamikazes. Nous n'avons pas eu peur, nous sommes allés. Et j'ai été, plus que ça, j'ai été dans les camps de réfugiés, où il y a 32 000 personnes qui ont échappé à la mort, qui ont quitté leur maison, leur village, qui se trouvent là-dedans, sous des tentes, dans les conditions les plus difficiles. On a apporté ce qu'on pouvait apporter. Je crois que ça, c'est beaucoup. Et non seulement ça, quand je suis rentré, on a organisé peut-être la CRTV, justement, on n'a rien fait. Pourtant, elle était invitée. On a organisé des prières écuméniques à Fumban, à la commune, où l'église protestante était représentée, où les musulmans, les imams, tous les imams étaient représentés, où les populations étaient là. Est-ce que vous avez parlé de ça? Alors, et c'est maintenant la marche des EDPC que vous avez parlé de ça. Celui qui a... il n'a pas de la CRTV, cela. Alors, je résume que vous êtes derrière le président Paul Biya et les forces de défense camerounaises dans cette guerre contre la secte terroriste. Pourquoi vous dites que je suis derrière lui? Je ne suis pas derrière lui. Je suis peut-être à côté de lui ou avec lui. Et nous avançons. Très bien. Merci Dieudonné, merci pour ce duel, on va dire ce face-à-face, mais peut-être dans le sens du prolongement de vos questions. Alors, monsieur le président Adamou Dam-Djoya, lors du cinquantenaire, à Fumban, il y a eu des manifestations là-bas. On vous a vu assis sur la même longueur d'onde avec le professeur Jacques Famenongo, oui, mais également avec le sultan roi des Baboun. Il est arrivé en retard. Il n'a pas respecté le protocole d'État. Parce qu'il pensait qu'on allait passer au palais le chercher. D'accord. Quoi qu'il en soit, mais on a espéré en cette occasion qu'il y aurait la paix des braves. Ouais, c'est-à-dire, Famenongo était là, on sortait des élections, où il avait fait une campagne sur c'est pas moi, le régionalisme, le tribalisme et tout. Mais ça, l'occasion était différente. C'est pour ça. Moi, je voudrais vous interroger sur l'actualité de cette semaine qui a été marquée par 2 faits majeurs. Le photomontage qui présente M. Biya s'inclinant devant les dépouilles tombées sur le champ de tir à l'extrême nord. Et puis surtout, le journal Le Monde qui publie le bulletin de santé du chef de l'État pour estimer qu'il est déjà à côté de la plaque. Est-ce que vous pensez à votre niveau que ce sont des stratégies qui tendent à accélérer le départ de Paul Biya et à le disqualifier de 2018 lorsqu'on sait que l'opposition n'a pas réussi, le G11 n'a pas réussi, et peut-être qu'il s'est mis aujourd'hui en G 2018. Comment est-ce que vous appréciez tout cela? Bon, je pense que quand on parle de montage, je crois quand il y a un site comme celui de la présidence, il doit être entouré de toutes les sécurités. Mais toutes les sécurités pour éviter
Ce genre de choses, je crois. Alors c'est ça que je puis dire. Bon, maintenant, bulletin de santé, moi j'ai pas le bulletin de santé, mais vous savez, nous sommes tous des malades, plus ou moins, nous sommes qui sommes là. Et peut-être ceux qui disent qu'il est au bout de la plaque, ils vont partir avant lui. C'est peut-être ça que les gens ne pensent pas. Il faut qu'ils réfléchissent. Maintenant, tout à l'heure on a évoqué la question de Femme Ndongo. Est-ce que vous avez définitivement enterré? Non, c'est-à-dire avec Femme Ndongo, bon, je connais Femme Ndongo depuis, on était à l'université, moi j'étais directeur lyrique, il était peut-être adjoint à l'SIJ à l'époque, on se connaissait un peu, mais il a peut-être son tempérament et sa façon de faire. Mais quand il est venu à Fumban, nous accueillons tout le monde. Les gens demandent pourquoi vous êtes allé à la présidence. Je peux aller à la présidence, je peux aller à l'union, je peux accueillir Femme Ndongo, ça ne me change pas. Je ne peux pas changer ce que je suis à travers tout ce que je représente, ce que j'ai fait. On a accueilli Femme Ndongo, il est venu, les thèmes c'était vraiment sur le plan intellectuel, on a parlé de la conférence de Fumban, et puis après ils sont allés dans ma résidence, qui est la résidence de Ndjoaouna, où il y a eu une représentation. Les ministres. Tous les ministres sont allés. D'accord. On a fait une représentation, l'hymne à l'unité. Une pièce de théâtre que j'ai écrite. J'évoquais le nom de Jacques Femme Ndongo parce que je voulais tout simplement qu'on trace une transversale entre lyrique et la problématique ou le problème, la question de l'entrée des Camerounais à la fonction administrative. Oui. Pourquoi aujourd'hui il se trouve que de plus en plus c'est torpillé, il y a un peu des combines, et il y a une institutionnalisation, n'est-ce pas, du népotisme. Est-ce que... Oui, c'est pour ça que quand vous avez dit, moi j'ai développé la nouvelle étude d'éducation nationale, de l'administration du gouvernement, je m'en tiens à ça, c'est plus que jamais actuel. On n'a plus que jamais besoin de ça. La pratique du moment où vous passez le temps à proclamer cela, mais de l'autre côté, il y a un je m'en foutisme qui laisse croire que, mais attendez, hurler, nous on fait ce qu'on veut. Vous savez, il y a la Bible et le Coran. Même ceux qui les lisent ont été ce matin. Vous avez toujours revendiqué la notion de la République. Oui. Vous venez encore de proclamer la République. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas convoquer un paradigme qui permette, n'est-ce pas, de mettre en place une société d'équité et de justice? Exactement, c'est ce qu'il faut. Et comment y accéder? Par les actions des trois catégories d'acteurs que sont les journalistes, les politiques et la société civile. Nous devons nous mettre. Il faut voir que vous passiez seulement votre temps à écrire, à dire, moi vous dire, on convoque, vous venez. Par exemple, nous avons mis sur pied les journées républicaines de réflexion, d'échange. C'est une départ de réflexion qui a un rôle éducatif aussi. Je voudrais vous poser une question fondamentale. Est-ce qu'en l'état actuel, il est possible de battre Paul Biya à une élection présidentielle? En l'état actuel, c'est possible, il n'est pas possible, etc. Mais nous nous battons pour que les mécanismes du processus électoral... Vous avez réussi dans le Noun, j'ai couvert les élections dans le Noun, vous avez réussi, n'est-ce pas, à créer des ceintures de sécurité, des ceintures de la protection du vote, de l'élection citoyenne, de chaque citoyen. Pourquoi vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, camerouniser cette... Si on a camerounisé, à Douala par exemple, nous avons réussi à faire élire le président du MP à l'Assemblée nationale. Mais sur la base d'une convention qu'il n'a pas respectée. Mais il n'est plus élu. Est-ce que vous pensez que les autres partis d'opposition ne vous suivent pas? C'est vous qui avez fait échouer donc Jean-Jacques Kindi. On n'a pas fait échouer. En tout cas, vous avez retiré votre confiance. Il n'a pas respecté. Le mécanisme consistait à développer cette politique entre les élections à travers le Cameroun avec les autres formations. Revenons un peu à l'homme. Peut-être que les Camerounais sont en train de comprendre et ça va marcher. Très bien, revenons un peu à l'homme de l'éthique que vous êtes, docteur Adamou Damjoya. Vous avez créé l'école africaine d'éthique et quelquefois vous formez quelques Camerounais et à la fin vous leur donnez quelques diplômes, entre guillemets. Quelle est la valeur de tout cela? Peut-être pour répondre un peu à la suite de Sule Onoyolo tout à l'heure, quel est concrètement ce que vous faites pour que l'éthique redevienne ou alors s'installe dans la société camerounaise, voilà. Oui, vous savez, quand j'ai commencé avec l'idée d'éthique, j'ai évoqué un peu, c'était sur le plan international, la nouvelle éthique des relations internationales. Parce que toutes les nations ont été formées sur la base de la violence, la force. C'est la violence qui veut dire méconnaissance du droit de l'être humain.
Moi, j'ai appris ça un peu dans mes études et ce que j'ai vécu en côtoyant les ministres des Affaires étrangères des grands pays ou les organisations internationales. J'ai dit, bon, il faut qu'on ait une nouvelle éthique, c'est-à-dire une nouvelle perception des valeurs, qui est une perception positive des valeurs. Pas une perception de valeurs pour satisfaire ses propres intérêts, l'intérêt de sa famille, de son pays. Ah, c'est pour ça que j'ai parlé de nouvelle éthique des relations internationales. D'où l'IRIC, qui était pour former des diplomates camerounais, centrafricains, autres, pour les intérêts de leur pays, mais pour l'unité africaine. On a obtenu le statut d'observateur à l'OIA pour faire ce travail. Bref. Maintenant, au niveau du Cameroun, ce qui concerne l'éthique, nous disons qu'il faut instaurer des valeurs, qu'on revienne à des valeurs humaines. Et l'éthique, et ça doit partir sur la base de l'éducation des enfants, que ce soit dans la famille ou à l'école. Que les gens puissent se rendre compte qu'on doit avoir une perception positive. Alors, vos formations représentent quoi dans ce grand besoin-là? Oui, vous savez, les grandes choses ne tombent pas d'un seul coup. Et quand je parlais de nouvelle éthique, à l'époque de l'UNC, il y a des ministres qui se moquaient de moi. Quand j'ai dit qu'il fallait mettre ça dans le dernier plan quinquennal, ils ont dit de balayer ça. Maintenant, tout le monde parle d'éthique. D'où j'ai déjà réussi. Même si on est traduit ça par le fait, le président de la République a parlé d'éthique aux Nations Unies, je crois, où les autres ont parlé d'éthique partout, les ministres parlent d'éthique. C'est déjà un progrès. Maintenant, on va le faire savoir qu'il ne faut pas seulement en parler du bout de l'herbe, mais il faut que ça se traduise dans les faits, dans les réalisations, dans les actions, dans les activités. Vous invitez tous les responsables politiques à faire comme vous? Moi, je suis informé. Je voudrais, si vous permettez, vous êtes presque trentenaire lorsque le président Ahidjo vous nomme à des fonctions prestigieuses. Oui. Paul Biya, lui, il a 29 ans lorsque lui aussi il entre au sommet de l'administration. Est-ce que vous avez le sentiment que si Ahidjo se retournait dans sa tombe, il serait fier de vous, de savoir que vous avez jeté la clé de la promotion de la jeunesse et que vous y êtes encore? Et ça aussi, c'est éthique. Non, pourquoi j'y suis? Peut-être la jeunesse, c'est peut-être pas, il y a la jeunesse dans le cerveau, dans la tête, ce que vous pensez, ce que vous faites. Il y a cette jeunesse-là. Non, elle ne disparaît pas. Non, je voulais parler de la promotion. Non, monsieur Adamou Damdouan, ne bottez pas en touche ce que la question est simple. Quelle est la politique de promotion dans le cadre des jeunes que vous mettez en place à l'UDC? Et comment expliquez-vous qu'au niveau du pouvoir central de Yaoundé, qu'on soit, n'est-ce pas, dans la gérontocratie permanente? Oui, au niveau du pouvoir central Yaoundé, cela ne cadre pas avec le projet social de l'UDC. C'est pour ça que je vous ai parlé de la révision de la Constitution, de mettre sur pied un mécanisme qui puisse permettre d'éviter cela. S'il y a un président élu pour 5 ans, renouvelé une seule fois, les choses vont changer à tous les niveaux. Ça va évoluer. Et si vous prenez le pouvoir aujourd'hui, vous allez quand même donner un sens à la jeunesse. Oui. Puisqu'on chante seulement faire de la nation, mais ils ne sont rien. On a des jeunes à la Ils sont là pour danser, les jeunes comme les femmes, ils sont là pour danser. Oui, c'est un réel problème, ça nous préoccupe. C'est pour ça que dans le cadre du projet social l'UDC, il y a tout un programme. 75%, je l'ai compté, 75% des militants de l'UDC sont des femmes. Est-ce qu'il y a une politique d'intégration réelle de la femme au niveau des activités dirigeantes? Absolument. Je crois à la formation politique qui a atteint ce niveau de résoudre le problème des gens. Par exemple, dans les structures de parti, il y a égalité entre hommes et femmes. Mais vous n'avez pas encore atteint la parité au niveau des mairies, au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale du Parlement? Il y a la parité à l'Assemblée. Il y a 2 femmes, 2 hommes. Moi, je dois revenir sur cette question de il faut être concret, Monsieur le Président. Vous parliez de la promotion de la jeunesse, c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, au sein de l'UDC, comment est-ce que vous faites la promotion de la jeunesse? Vous avez 4 députés à l'Assemblée nationale, par exemple. On cherche la jeunesse. Il y a 2 jeunes dedans. Sauf si il y a 2 jeunes. On va mal. Il y a 2 jeunes. Il y a 2 jeunes dedans. Allez regarder, allez leur demander encore. Pour travailler à l'Assemblée. Je connais votre épouse. Oui, c'est une jeune. Alors, je connais madame, celle qui est entrée, madame Samba aussi, celle qui est entrée, c'est pas la jeunesse. Oui, il y a l'autre. Les autres. Il y a M. Bobo qui est jeune. Avec ta permission, je voudrais quand même poser une question sur l'internationaliste qu'il est, pour quelqu'un qui a été vice-ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, de plus en plus, on pense que le Cameroun fait la diplomatie de l'absence. Pour l'ancien directeur de l'IRIC que vous êtes, comment appréciez-vous
la diplomatie camerounaise. Comment appréciez-vous le fait que le chef de l'État soit régulièrement, la présence du chef de l'État soit régulièrement absente à des grands rendez-vous où il faut décider d'un certain nombre de préoccupations qui concernent l'Afrique? Je crois, dès les indépendances, le Cameroun avait un crédit énorme. Parce que le triple héritage africain, culture anglophone, culture francophone, nous étions les champions, les leaders dans toutes les réunions, les conférences, que ce soit africaines ou internationales, l'UNESCO, Nations Unies. Mais on n'a pas su capitaliser tout cela. Qu'est-ce qui explique l'effritement? Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de ces valeurs? Vous savez, sur le plan international reflète ce qui se fait sur le plan interne. Vous voyez? La politique internationale est le reflet de la politique interne, tout ce qui se fait sur le plan interne. S'il n'y a pas l'engagement des éléments et puis cette préoccupation, parce que quand on voit les pays, les vieux États, à l'UNESCO, aux Nations Unies, dans toutes ces organisations internationales, on voit comment les jeunes participent à toutes les réunions. Et après, ces jeunes vont remplacer au fur et à mesure ceux qui étaient là avec des habitudes. Mais ici, les gens qui vont, ils vont parce qu'il y a des amis, il y a des copains, etc. Vous êtes internationaliste, vous répondiez à une question de Soulé Onoyolo sur le sujet effectivement du rayonnement diplomatique du Cameroun, mais on sait que vous êtes également écrivain, 5 ouvrages à votre actif, M. Adamou Damdjoa, et l'un d'eux qui a été écrit en 1975 était intitulé « Prière et chant de louange à Dieu Ndam ». Vous parlez à vous-même? Non. Vous êtes un Dieu? Vous vous considérez comme un demi-dieu? Comme un prince? Non, pas Dieu, non. Si on dit les chants et puis c'est à Dieu. C'est pas Ndam, non, pas du tout. Peut-être c'est l'auteur qui s'appelle Ndam. Mais dites-moi, vous vous considérez comme un prince, un chef, ou vous voulez simplement être chef d'un Njika, en fait? Non, je suis l'instrument de Dieu. Comment vous vous positionnez sur le plan traditionnel? C'est pas se positionner, j'ai des responsabilités sur le plan traditionnel. Lesquelles? Parce que je suis le chef d'une grande famille. La famille Jimon-Kwap. La famille Jimon-Kwap, dont est descendu par la mère le grand roi Njoya. Et cette famille est cohérente, solide autour du monde. Vous n'aspirez pas à autre chose? Non, j'ai cette responsabilité et c'est déjà beaucoup. Je n'ai pas que ça. Parce que j'ai des responsabilités sur le plan culturel, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas seulement écrit 4 ouvrages. J'ai écrit plusieurs ouvrages. Je parle de 5. Oui, bon, 5, pas seulement 5. Il y a plus d'une dizaine d'ouvrages, puis il y a beaucoup d'articles. Dans votre relationnel, qui sont vos meilleurs amis dans la République? Vous savez, quand on parle d'amis, je ne sais pas vraiment s'il y a des amis. Alors, je cite 2 noms. Je ne sais pas s'il y a des amis. Je peux citer 2 noms. Vous allez dire si oui ou non vous êtes des amis. Moi, je ne sais pas si on est d'accord sur le concept ami. Je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas me cité 2 noms, tout ça. Vous n'en avez pas dans la République, alors, les amis? Je vois tout le monde comme des amis. L'approche que j'ai vis-à-vis des gens, je ne distingue pas. Si je vous rencontre, je m'entends avec vous, on s'organise, on avance. Et puis, ma foi m'empêche de discriminer entre tel ou tel. Mais en parlant de discrimination, est-ce que vous êtes d'accord avec certaines langues qui pensent que si le président Yungem allait créer son parti, c'est parce que justement vous l'avez frustré d'un poste ministériel, qui lui revenait le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, que vous n'avez pas pu accéder à cela. C'est lui qui vous l'a dit, pas de lui demander. C'est pas lui qui me l'a dit, mais lui demander alors. C'est pas lui. Il a choisi de faire ce qu'il a fait, il a créé son parti. Non, c'est parce que les gens estiment que vous êtes beaucoup plus très individualiste et que vous ne partagez pas, vous n'avez pas à accepter que ce soit lui qui soit proposé ministre. Je ne dirais jamais que les personnes ne vont pas me taxer d'individualiste, de dictateur, de tout ce que vous voulez. Mais à mon âme et conscience, je sais ce que je fais. Je fais que... Est-ce que vous pouvez être différemment fils de monarque? Vous êtes dans la monarchie où de plus en plus on considère les autres comme des esclaves. Est-ce que ça peut être autrement? Non, pas du tout. Ça n'a jamais été... Vous avez changé. Mon père ne m'a pas élevé dans ces sens-là. On n'a pas le sens de monarque, d'aristocrate, pas du tout. Il avait le sens de l'être humain, plein de compassion, plein d'amour pour son semblable. Anongefak est déjà dans sur ce plateau.
mais en 30 secondes, hein, monsieur le président de l'UDC, on ne peut pas vous laisser sans vous poser une question de dire quelque chose en 30 secondes sur ce qui se passe, l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football. Quel est le regard du diplomate, de l'internationaliste, du politique, de celui qui pratique la politique au quotidien comme maire? Quel est votre point de vue sur ce qui se passe à l'Africa Foot? Je pense qu'on avait mis sur pied un comité qui devait résoudre un problème. Quand on crée un comité, le comité doit faire son travail dans les délais rapidement, pour qu'on ne s'enlise pas, pour que les gens ne continuent pas à tramer autour des idées, des combines, etc. Les problèmes de la nation se résolvent comme ça. Alors j'ai dit qu'on ne devait plus être dans cette situation, parce qu'on a affaire à plus grave, plus important, avec notre équipe nationale, sa formation, sa préparation pour participer aux compétitions internationales. Allez, mesdames et messieurs, voici venu le moment de la synthèse. On va bientôt mettre la clé sur le paillasson. La synthèse, c'est tout de suite, ici et maintenant. Anongefa, bonsoir. Bonsoir, Gislain Pierre Rissot. Je propose de nous faire revivre tout ce qui a été dit par notre principal invité, à savoir le docteur Adamou Damdjoya ce soir. Docteur Adamou Damdjoya, bonsoir. Bonsoir. 90 minutes d'échange, 3 casquettes explorées de votre personne, l'homme politique, le dirigeant et l'homme. On va commencer justement par l'homme. Docteur Adamou Damdjoya, intitut personné. Vous dites, vous passez le plus de votre temps à Fumban, vous mangez ce qui vous est servi, vous préférez les légumes. Vous mettez les costumes quand vous voyagez et ça vous va bien. D'ailleurs, vos enfants vous le demandent souvent. Vous avez obtenu votre BPC en 1961. Vous amenez vos enfants à être disciplinés, à être des modèles. Relation entre vous et vos frères, vous vous entendez avec certains et pas avec d'autres, mais chacun poursuit ses objectifs. Des amis, vous ne savez pas si vous en avez, vous croyez que tout le monde est votre ami. Maintenant, le dirigeant. Vous donnez raison à ceux qui pensent que vous êtes le meilleur ministre de l'Éducation parce que vous avez mis au centre de l'éducation du primaire au supérieur l'éthique. Vous, maire de Fumban, vous n'adhérez pas à la décentralisation telle qu'elle se passe actuellement. Les tests ne sont pas respectés. Tout ce qui est de la décentralisation est resté sur les papiers. Vous, nommé ministre, vous feriez quoi en premier? Vous avez dit que vous avez dépassé ce niveau, même pas ministre de l'administration territoriale. Vous avez dit que maintenant vous pouvez même déjà former un gouvernement. Vous avez compris la vie et les hommes en 2 catégories, ceux qui sont égoïstes et ceux qui sont généreux. L'égoïsme est facile et la générosité est difficile, c'est ce que vous avez dit. À propos de l'IREC, les résultats du concours, en tenant compte de la régionalisation, c'est une mauvaise chose, dites-vous. On ne met pas un jury scientifique pour trancher les choses, des problèmes politiques. Votre nomination au poste de ministre des Affaires étrangères vous a surpris, vous n'étiez pas au Cameroun, ça vous a fait ne pas finir votre agrégation, mais ça vous a aussi permis de découvrir d'autres expériences de la vie. La critique que vous faites du système actuel, vous dites qu'il faille absolument changer la Constitution. Il faut changer les textes et les appliquer. L'exemple que vous avez pris pour illustrer le Premier ministre qui est le premier des ministres et non le Premier ministre au Cameroun. Et celui-ci n'est pas responsable devant le gouvernement, avez-vous déclaré. Alors. Votre projet d'éthique découle du constat fait selon lequel tous les États étaient bâtis sur la violence et donc le non-respect des droits de l'homme. Maintenant, l'homme politique que vous êtes, votre parti a été créé en 1991, certains avec qui vous avez créé sont restés et il y en a qui sont partis. Mais votre conviction, c'est qu'ils sont partis avec quelque chose. Vous n'avez jamais milité à l'UNC, vous avez dit. À l'UDC, il y a des jeunes, des moins jeunes et les âgés. Votre idéologie est basée sur la méthode, l'approche, l'éthique et les objectifs. Le système électoral, de votre avis, ne favorise pas l'essor des partis d'opposition. Vous n'avez pas créé le parti pour animer la galerie. Les résultats se voient à l'Assemblée nationale. La coalition de 2004, pour un candidat unique, l'idée de départ était bonne, mais il y a des partis qui n'ont pas voulu collaborer à la mise sur pied de l'équipe dirigeante et non des individus. Vous avez cité dans ce cas les SDF et l'UNDP. Votre rêve n'a jamais été d'être à Itoudi. Vous avez jusqu'ici réalisé certains de vos rêves et vous pensez que vous le faites bien.
Les propos selon lesquels vous n'irez à Etoudi qu'avec le statut de président de la République vous ont été attribués. Vous ne l'avez jamais dit et vous y étiez à la visite du pape, à celle du DG de l'UNESCO et à l'occasion des vœux, vous y étiez. La gestion du parti et les postes électoraux à l'Assemblée nationale et à la mairie, vous répondez faux à ceux qui pensent et disent que ce sont les mêmes qui y partent. Vous n'adhérez pas à la décentralisation parce qu'elle est faite sur du papier seulement. Vous avez insisté là-dessus. L'UDC, comme tout autre parti politique, a pour objectif de conquérir et exercer le pouvoir et vous êtes en train de le faire à votre manière. L'UDC est un parti politique démocratique. La dernière fois que vous avez été élu à la tête de l'UDC, c'était en 2011. Vous déclarez être un maire, un président de parti qui organise. Vous travaillez avec des collaborateurs. Serez-vous candidat à la présidentielle de 2018? La question, vous demandez qu'on la pose à Dieu. Au sujet de Boko Haram, vous avez répondu, vous avez rendu visite aux forces de défense qui sont au front, aux populations des zones frontalières, aux réfugiés, et vous avez organisé une messe interreligieuse à Fumba. Voilà donc ainsi déclaré Ghislain Piésono l'essentiel à retenir de cette tradition de la reine avec le docteur Adamou Damdjoya. Allez, au regard du sourire du président Adamou Damdjoya, tout laisse à croire que c'est un résumé on ne peut plus fidèle. Docteur Adamou Damdjoya, sauf que je vais quand même ajouter qu'il parlait du Premier ministre devant le Parlement, du Premier ministre devant le Parlement et non pas devant les autres ministres. Allez, docteur Adamou Damdjoya, vous repartez immédiatement après sur Fumban. J'ai des engagements demain, après le parti sur Fumban. À la présidence de la République. Non. Vous allez avoir des audiences à accorder? Non. Oui, j'ai des engagements avec les... Quels sont vos instruments de communication sur le président de l'UDC? Est-ce que vous avez un téléphone? Est-ce que vous avez une adresse électronique? Oui, on a tout ça. Vous avez un téléphone? Oui, un téléphone. Si vous voulez mon secrétariat, vous avez mon secrétariat. Est-ce que l'un qui dit que vous avez hérité d'un patrimoine foncier et immobilier assez important? Et c'est ça que vous avez hérité de M. votre père, un patrimoine foncier et même immobilier assez important, ça qui vous met au-dessus du besoin et qui vous permet de garder fier à lui, c'est ça? Vous êtes très riche? Chacun est très riche, mais souvent les gens ne savent pas qu'ils sont riches. Et pour vous, le patrimoine, vous en avez d'assez consistant quand même. Vous savez, le patrimoine... Les biens immeubles, les biens, les titres fonciers, tout ça. Est-ce que vous partagez tout cela avec vos frères? Le patrimoine... Le patrimoine qui vous a été légué par votre père? Ce qui a été légué par notre père, et là, c'est le patrimoine familial. Et vous partagez cela avec vos frères? Famille. Vous partagez tout cela avec vos frères? Absolument. Très bien. Mon père a laissé des règles de gestion de ce qu'il a laissé. Mais j'ai un patrimoine personnel. Je suis un planteur. Je n'ai pas hérité de mon père, de mes plantations. Je n'ai pas hérité de mon père ce que je fais. Aujourd'hui, juste pour dire, est-ce que les tasses de café, le café, vous avez expérimenté la journée de consommation de café et naturellement de plus en plus, vous donnez des dégustations de café, de plus en plus, ça commence à faire, n'est-ce pas, tache d'huile. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à travers cette stratégie, on peut intéresser les Camerounais à consommer de plus en plus? Absolument. Par exemple, il y a Festi-Coffee qui vient au mois d'avril, fin avril. Il y a des dégustations un peu partout dans les villes camerounaises, dans Fumban. C'est l'agriculteur qui parle. Monsieur le Président de l'UDC, j'ai une des préoccupations qui est justement politique, ça concerne votre formation politique. L'UDC, vous êtes parti de 5 représentants de l'Assemblée nationale il y a quelques années, vous en êtes aujourd'hui à 4, et on vous pensait une envergure nationale, on vous confine aujourd'hui dans le Noun. Est-ce que vous n'avez pas de soucis par rapport à la représentation nationale de votre formation politique, au moment, même si vous dites qu'on doit demander à Dieu, comment est-ce que vous pensez donc prendre les rênes du pays avec cette genre de représentation? Les idées de l'UDC sont partout dans notre pays. Et dépassent la sphère du Noun, le département. Et quand il y aura des élections objectives, libres, transparentes, vous allez voir comment l'UDC va se tendre. D'ailleurs, on a gagné des élections dans le sud. Mais le résultat ne vous a pas été attribué. Le ministre est allé passer toute des nuits là-bas pour pouvoir prendre ces élus. On a eu des élus en venant dans l'extrême nord.
On vous a bien compris. Allez, on ne va pas recommencer, refaire le débat. Merci infiniment, Dieudonné d'être venu pour questionner le président Adamou Damdouya. Merci à Soulé Onoyo, le représentant plus du Canada international. Docteur Adamou Damdouya, infiniment merci d'être venu dans l'arène ce soir. Et bonne suite pour vos idées, notamment celles de l'éthique. Ainsi s'achève cette émission de l'arène. Mais il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est le dialogue interreligieux. Oui, peut-être que en vertu de votre casquette de religieux et toutes les messes écuméniques que vous organisez, notamment du côté de Fumban, le message passera. Même à Maroua. Merci d'être venu, Monsieur le Président. L'émission s'achève. On vous remercie, vous qui avez regardé cette émission tantôt au Cameroun, tantôt dans le reste du monde entier. Et on se donne rendez-vous pour dimanche prochain, quand il sera 20h30 pour une autre édition de l'arène. Je rappelle qu'après l'arène, tout de suite après, Anani Rabier Bindji va s'installer avec la tribune de l'histoire. Et ce soir, il s'intéresse à la révision des constitutions, notamment sur le sol africain. Merci d'avoir suivi. Bonsoir et à dimanche, 20h30.